Bonjour, bonjour. Bonjour les chers compatriotes, bonjour les Africains, bonjour les amis du tiers-monde, bonjour les peuples Congo dont je suis toujours, je suis debout, dont je revendique leurs droits, dont je sensibilise, je motive, j'informe, fais circuler le message parce que nous voulons que notre peuple soit informé pour bien continuer, pour arriver à l'objectif final qui est de libérer notre peuple, que notre peuple Congo soit souverain, que notre peuple Congo soit libre, que notre peuple Congo soit fier et retrouve sa dignité. Chers compatriotes, mon engagement dans cette lutte, c'est la justice. C'est pour que la justice soit établie, la justice équitable, pas la justice à 2 poids 2 mesures. Pour que cette démocratie qu'on nous vend, que les Occidentaux nous vendent, soit une démocratie adaptée à nos cultures et à nos coutumes. Que ce ne soit pas une démocratie à l'image des coutumes ou des habitudes occidentales. Toute démocratie doit nous ressembler. Et nous voulons arrêter ce système de domination à l'image de l'Occident, à l'image de ces groupes de mafieux qui se sont formés au nom de la démocratie et au nom de la justice, au nom de l'égalité, au nom des droits de l'homme. Mais ce droit de l'homme aujourd'hui, toutes ces lois aujourd'hui, en voyant de la façon dont les choses marchent, on a vu qu'il n'y avait pas, on a remarqué et on a constaté que la loi, la vraie justice n'existe pas. En fait, la loi, elle est faite pour les pauvres. La loi, elle est faite pour mater, pour dominer la population. La loi, elle est faite pour couvrir pour couvrir les malfaits des grands hommes de ce monde, s'il faut le dire comme ça. Chers compatriotes, ce matin, je suis surprise. C'est par une surprise et par mon étonnement que ce matin, je vais vous passer un message. Le message que je vais vous passer, il concerne cette grande dame, cette dame intellectuelle, courageuse, dont je pense que moi, maman Olga, j'en ai pris le modèle de son courage, de son franc-parler, de sa motivation. Malheureusement, aujourd'hui, je me suis réveillée avec une surprise de sa part. Est-ce que cette surprise est une bonne surprise? Parce qu'on peut être surpris d'une bonne façon ou comme d'une mauvaise. Mais je veux vous dire que c'est une mauvaise surprise. Une mauvaise surprise, pourquoi? Je vais vous expliquer je vais vous expliquer pendant le long de ma vidéo. Cette dame que nous avons tous remarqué, elle a fait un virage à 360 degrés. Un virage à 360 degrés par rapport à la lutte, par rapport à sa résistance, par rapport à son activisme pour en arriver là. Je crois que elle est descendue plus bas et elle a déçu du monde, les peuples qui réfléchissent. Parce que nous avons beaucoup remarqué que le peuple africain est fanatique. Le peuple africain est complexé. Le complexe que le colon nous avait habillés, nous avait habités
le complexe qui a habité en nous depuis les décennies, maintenant ça continue même avec nos propres frères et sœurs. Je me demande, monsieur, cette dame a-t-elle fait tout ce parcours pour en arriver là, pour que nous voyions ce que nous voyons? Est-ce que c'était un fonds de commerce? Est-ce que c'était pour venir faire sa visibilité? Parce que là, je ne comprends pas. Je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont, parce qu'elle a quand même beaucoup de subscribes, comment on appelle ça en français, beaucoup d'abonnés. Elle a beaucoup d'abonnés. Et dans ce que j'ai vu, la vidéo qui m'a surprise, mais quand je vois dans les commentaires, à aucun moment, quelqu'un a fait une remarque. Malgré qu'on a vu comment on appelle, elle a shifté dramatiquement dans un autre, de l'autre côté, mais personne n'a fait même des commentaires pour demander le fait comment ça se passe. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Quelles sont les motivations qui ont fait que vous puissiez nous montrer ces images, que vous puissiez avoir ce raisonnement? Personne. Et je sais que avec ses abonnés à côté de nous autres là qui venons de commencer la lutte, qui sortons de l'ombre, hein, personne ne nous connaît. Mais moi, je ne suis pas là pour venir. Je ne suis pas dans cette lutte pour un commerce. Je ne suis pas dans cette lutte pour m'enrichir. Je ne suis pas dans cette lutte pour que je sois plus que les autres. Mais je veux passer le message et je veux que, même si c'est une personne qui me suit, cette personne sache de quoi il est engagé, pourquoi elle me suit, pourquoi elle m'encourage. C'est ça, mon message, c'est ça. Mon message, c'est pas d'être populaire. Mon message, c'est pas d'être public. Mais mon message, c'est de passer. Mon objectif, c'est de passer un message qui va arriver, qui va motiver les gens à se réveiller et que tout un chacun se dise que là où il peut mener ce combat. Qu'on n'a pas besoin d'avoir un nom, que nous n'ayons pas honte, que nous n'ayons pas peur, que que chacun puisse faire quelque chose pour changer la donne. Cette dame-là, nous avons vu, elle est partie, elle avait été invitée à ce forum ce forum au meeting de Sochi, je pense, de Sochi ou Sochi en Russie, qui s'était passé en Russie. D'où elle s'est fait remarquer. Elle était déjà dans la lutte, mais là, elle s'est fait remarquer. Et par rapport à son franc-parler, elle s'est fait des ennemis. Elle s'est fait des ennemis en Occident. Donc, elle a été le persona non grata pour les Occidentaux. Mais aujourd'hui, nous devons savoir que si l'Afrique n'avance pas, c'est parce que ces Occidentaux utilisent aujourd'hui, comme je viens de le dire avant, l'Occidentaux a changé la manière de nous brimer, a changé la manière a changé la manière de la traite négrière, a changé la manière de l'esclavagisme. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont changé, au lieu que ce soit eux qui viennent avec cette différence de peau pour mater sur les Africains, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils passent le bâton, ils passent les instructions aux gens qui nous sont semblables pour continuer le sale boulot qu'ils ont toujours fait depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, ces gens en Afrique qui sont les instruments des agents des Occidentaux, les agents des maîtres de maison, nous les savons aujourd'hui. C'est les gens qui sont restés au pouvoir,
qui sont maintenus au pouvoir par cette dictature occidentale. Ce sont ces gens aujourd'hui qui tirent sur leur peuple avec les armes fournies par ces Occidentaux. Ceux qui briment, qui violent la Constitution alors qu'ils sont protégés par ces Occidentaux. Ceux qui sont restés au pouvoir pendant des décennies et qui préparent même leurs enfants pour passer le pouvoir. C'est toujours, et ils sont toujours soutenus, protégés par ces Occidentaux. Nous pouvons citer quelques noms. Nous savons qu'aujourd'hui, pour tout ce monde, pour toute cette dictature en Afrique, aucun d'eux a gagné les élections par la volonté des peuples. Ils ont tous gagné des élections parce qu'ils ont été nommés et protégés par les armes, protégés ou par la fausseté des résultats des élections. On va prendre le cas de Denis Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir, mais on nous parle de la démocratie. Quelle démocratie? Nous ne le savons pas. Et on nous parle qu'il a gagné les élections alors que ce monsieur a violé la Constitution et il a taillé la Constitution à sa mesure. La Constitution congolaise, elle n'a jamais été votée par les citoyens. Elle n'est pas constituée par la volonté des citoyens, mais elle est constituée par la volonté qui protège la famille présidentielle, la famille au pouvoir. Nous pouvons prendre le cas du Gabon, qui aujourd'hui, on n'a jamais, moi personnellement, Maman Olga, je n'ai jamais connu un autre président que le président que la famille Bongo. Nous allons prendre Ouattara. Ouattara, aujourd'hui, il a changé la constitution et même là, il va peut-être nous faire un coup d'État pour pouvoir se représenter aux prochaines élections. Nous allons prendre le cas de Sissoko Embalo, dont je serai plus détaillant, je vais détailler plus parce qu'aujourd'hui, mon message ça lui concerne. Nous allons prendre le cas aussi du président du Sénégal, Macky Sall, qui aujourd'hui qui est en train de jouer un sale boulot, un sale travail à l'avantage des Occidentaux. Mais pour ne pas tarder, je veux quand même vous passer les images comme je le fais toujours. J'essaie toujours de vous passer le message pour ne pas dire pour ne pas vous mettre en doute. Comme ça, par rapport à ça, nous allons analyser et nous allons décortiquer cela ensemble. Sans plus tarder, je vais vous montrer la photo et je vais vous passer la vidéo pour que vous regardez le contenu de cette grande dame et après, vous allez découvrir et nous allons parler d'elle tout à l'heure. Ne quittez pas. Voilà, ça c'est la photo. Je suis allée sur son... Ça c'est la photo. Ça, c'est la photo. Je vais encore vous le passer. Voilà, je vais vous mettre maintenant je vais vous mettre la vidéo. Comme ça, nous allons écouter ces dires. Comment est-ce qu'aujourd'hui, cette dame, Nathalie Young, peut nous parler, peut nettoyer, laver le président, Monsieur Embalo. Regardez, écoutez. C'est une vidéo de 17 minutes.
Vous allez tous, on va tous écouter ensemble en même temps. Bon dia, bonjour. Je m'appelle Nathalie Yang et je vous souhaite santé, patriotisme et détermination en ce début d'année 2023. Et comme c'est la période des bonnes résolutions, je vais vous suggérer celle de vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux que vous voyez ici, ainsi que de liker et partager cette vidéo pour continuer de faire passer le message et d'agrandir nos troupes éveillées et engagées dans le combat de libération de l'Afrique. De retour sur la terre-mère depuis quelques semaines, j'ai effectué un déplacement en Guinée-Bissau en fin d'année. Ce voyage m'a permis de découvrir un très beau pays, peuplé de gens accueillants, dont la chaleur m'a donné envie d'y retourner plus souvent. Ce déplacement m'a aussi donné l'occasion de rencontrer le président de la République, Umaru Sissoco Embalo, qui assure également en ce moment la présidence tournante de la CEDEAO et avec qui j'ai souhaité échanger pour tenter d'aplanir les différends politiques qui nous opposent. Vous-même, vous savez qu'après l'avoir soutenu à ses débuts en 2020, notamment sur les positions qu'il avait prises relativement au coup d'État constitutionnel et troisième mandat, dont les dirigés civils des pays de la CEDEAO sont coutumiers, je n'ai pas été tendre avec lui par la suite face à des attitudes et revirements dont il a fait preuve sur certaines questions. Lors de cette rencontre, j'ai pu exposer tous les points de divergence qui séparent nos lignes et expliquer pourquoi je n'adhère pas à certaines de ses prises de position sur des sujets majeurs de l'actualité de notre continent. Vous-même, vous savez que ma bouche ne porte pas qu'à leçon. Je voudrais saluer ici la disposition du président Embalo à m'écouter alors que je dressais le tableau de mes désaccords sans langue de bois et à fournir des explications. Jusque-là, mes chers compatriotes, nous sommes d'accord de ces propos. Il est là, elle est arrivée pour ajuster et voir les choses. Jusque-là, moi, maman Olga et vous, nous sommes sur la même page. Nous sommes d'accord. Jusque-là, je suis d'accord. Jusque-là, je pense que pour même ceux qui combattent, ceux qui sont réfléchis, les sages, nous sommes tous d'accord de ces propos. Si c'est pour ça qu'elle est partie pour rencontrer le président Embalo pour la diplomatie, on ne dit pas que dans la politique, il n'y a pas des ennemis, mais il y a des adversaires. Mais quand un ennemi, à quel moment ils deviennent des ennemis? Quand ils touchent au peuple, quand ils touchent aux citoyens, quand ils commencent à dominer, quand ils commencent à tuer, à faire les lois contre les peuples. Là, ça devient nos ennemis. Alors là, par rapport à ce que Madame Nathalie Yorb nous dit, elle avait soutenu Embalo comme nous tous nous soutenons, comme aujourd'hui nous soutenons le président Assimi Goïta, le président de la transition malienne. Nous le soutenons tous. Mais un jour, s'il shift à devenir un dictateur, à tuer son peuple, à se servir au lieu de servir le peuple, bien sûr que nous autres là, nous allons nous réveiller parce que nous sommes des résistants. Comme je le dis, moi, maman Olga, je ne serai peut-être pas je ne serai pas dans un parti politique. Ça, c'est pas possible. Je ne serai pas dans un parti politique parce que je serai toujours là en train de surveiller à la fenêtre quel gouvernement est là pour faire du mal à son peuple. Parce que si vous faites passer d'un parti politique, vous êtes obligé de faire de suivre les règles de votre parti. Vous ne pouvez pas vous pouvez pas faire du n'importe quoi. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de voir Mafimba et
Miaressa et tout ça là, ils sont en désaccord. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'un même parti politique, dont eux, ils sont en train de voir qu'il y a Mafimba qui ne suit pas les règles les règles de la déontologie de leur parti. C'est pour ça que moi, maman Olga, je ne ferai jamais partie d'un parti politique. Je resterai là où je suis. Si je dois aider les peuples dans le statut que je vais avoir, oui, mais moi, pas question d'être dans un parti politique parce que je ne veux pas suivre les règles qui vont aller à l'encontre de mon peuple, à l'encontre de la lutte que j'ai menée presque depuis un moment. Donc voilà, jusque-là, don't give me wrong, don't make me wrong. Je suis en train de parler de ce qui suit après. Jusque-là, je suis d'accord avec cette dame, je suis d'accord avec son combat et ses propos. Voilà. Il pensait devoir À ce stade, je dois dire que ma ligne reste exactement sur sa position de départ. Toutefois, je considère qu'il est utile pour notre combat d'accéder à l'oreille des dirigeants africains, car cela nous donne à nous, frères et sœurs du continent, l'occasion de nous rapprocher par le dialogue et d'œuvrer de concert, quand cela devient possible, à la naissance d'une Afrique digne, émancipée et prospère que les Occidentaux veulent à tout prix empêcher, comme je vous l'expliquais dans une de mes dernières vidéos dont je vous mets le lien ici. Parlant de cela, j'ai pu découvrir le travail de développement effectué sur le terrain par le président Embalo depuis son accession au pouvoir. On l'a beaucoup vu se promener entre Paris, Moscou, Kiev, Kinshasa, Caracas, Washington et Sharm el-Sheikh, etc. Il était donc naturel de penser que l'on avait affaire à un énième chef d'État, réincarnation tropicale de Magellan, qui préfère les petits fours et salons feutrés des forums internationaux à la poussière des chantiers qui amèneront l'éclosion de son pays. J'ai donc été agréablement surprise de découvrir des écoles rénovées, des voies pavées, des infrastructures routières et sanitaires achevées ou en travaux, un peu partout dans Bissau. Des routes où le bitume est épais et prévu pour durer des décennies et non pas le saupoudrage de routes biscuits qui se craquellent à la première pluie auquel le pseudo-grand économiste du FMI Alassane Dramane Ouattara nous a habitués. Là, c'est maintenant là où je ne suis pas d'accord avec avec Nathalie Yomb. Là, Nathalie Yomb essaie de nettoyer l'image de Ombalo. Nathalie Yomb est en train d'oublier dernièrement ce que nous avons vu, le rôle que a joué Nathalie Yomb. Comment le rôle qu'a joué Ombalo Sissoko. Comment est-ce que Ombalo Sissoko a pris des décisions fermes auprès du gouvernement de la transition malienne. Comment est-ce que Ombalo venait condamner, acculer le gouvernement le gouvernement malien. Et c'est là où je suis étonnée de voir ce virage, ce shift-là, la façon dont Nathalie Yomb a shifté, à nous parler des travaux qui ont été faits par Ombalo. Mais nous ne parlons pas seulement nous ne parlons pas seulement des travaux ou des écoles, mais nous parlons de la population. Parce que ça, on peut le faire. On peut montrer les images, mais comment est-ce que la population vit? Comment est-ce que la population reçoit cela? Est-ce que est-ce que Nathalie Yomb a été auprès de la population ou elle a juste tendu son oreille d'un côté, le côté de la présidence qu'il a reçu? C'est là où nous avons un problème, parce que nous n'avons pas vu Nathalie Yomb dans les rues dans les rues de la Guinée-Bissau, mais nous l'avons vue elle-même, comme elle le dit, elle a été reçue par
par le président Mbalo. Dites-moi aujourd'hui, même si vous allez vous faire recevoir par Denis Sassou Nguesso, le dictateur Denis Sassou Nguesso, vous allez sortir de là avec un bon souvenir. Parce que ces gens-là, quand vous allez les recevoir, même là, quand ils reçoivent les présidents ou des personnalités, ils ne vous emmènent pas dans les bidonvilles, ils vous emmènent dans les endroits où ils ont fait des travaux. Ils vont vous montrer ce qu'ils ont réalisé. Est-ce que cette réalisation profite à des populations? Est-ce que ces réalisations donnent le bien-être aux populations ou c'est une image qu'on veut vendre pour montrer au monde entier ou pour montrer à l'international que nous sommes en train de travailler ou ils sont en train de travailler. Donc, vraiment, c'est là où je trouve que Nathalie Yombe a manqué de sagesse. Nathalie Yombe n'a vu à ce moment-là, n'a vu que son intérêt et je me demande à quel prix Nathalie Yombe a fait ce voyage. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas se le cacher, Embalo Sissoko travaille, c'est un agent que les Occidentaux ont déniché, ont pris pour travailler avec. Parce que comme c'est c'est une nouvelle tête du côté de la diplomatie, du côté des gouvernements africains, voilà qu'aujourd'hui, Embalo, c'est celui que à peine arrivé sans expérience, on lui a donné tous les titres. Parce que moi, je pense que pour donner le titre, nommer quelqu'un avec ses responsabilités aujourd'hui, il faut avoir de l'expérience. Mais quelle expérience qu'a Embalo Sissoko pour qu'il soit celui qui est à la tête de tous ces organismes ou à la charge des décisions, des prises de décision de l'Afrique. Donc nous allons continuer parce que je sais que je m'attends à des fanatiques, à ceux qui sont là, qui ne voient que la beauté de Nathalie Yombe, qui voient que son langage, son français, qui ne voient que la façon dont elle se présente, mais qui oublient les vrais problèmes, les vrais problèmes de fond que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Nathalie Yombe n'est pas allée au Congo-Brazzaville pour voir. Nous parlons aujourd'hui tous les jours des Congos qui sont pourchassés, des génocides des Congos qui sont faits qui est commis par Denis Sassou Nguesso. Mais les Nathalie Yombe qui sont les panafricains n'ont jamais parlé de ça. Les présidents Bandakani n'ont jamais parlé de ça. Quoique aujourd'hui, je commence à voir même par rapport à mon interpellation, je pense que le professeur Yamsi, de temps en temps, commence à parler de la dictature de Denis Sassou Nguesso, commence à parler de la dictature de l'Afrique centrale. Mais autrement, c'est comme si le panafricanisme s'arrêtait en Afrique de l'Ouest. Alors que la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation qui est dans toute l'Afrique. Nous sommes en train de subir un génocide, que ce soit du côté de la RDC, que ce soit du côté du Congo. Les peuples Congo sont pourchassés sur leur propre terre. Les peuples Congo, il y a un plan Mouebara qui a été fait par Denis Sassou Nguesso en complicité avec les Occidentaux pour exterminer les peuples Congo. Il y a eu une armée qui s'est formée, qui venait de partout, du Tchad, du Rwanda, de l'Angola, du Gabon, tout, pour venir massacrer les peuples Congo sur leur propre terre, les peuples Congo qui vivaient tranquillement, qui veulent vivre tranquillement, à qui on empêche aujourd'hui, qu'on a brûlé qu'on a massacré leur village, on a brûlé leur village, brûlé tout. Aujourd'hui, les peuples Congo vivent dans une misère incroyable, une misère qui n'a pas son nom. Et là, Nathalie vient pour nous dire et elle est surprise, elle est étonnée de la façon dont Embalo travaille, alors que Embalo aujourd'hui est le bâton empoisonné, le bâton de l'esclavagisme que
les Blancs avaient l'habitude de travailler dessus. Ils ont donné ça à Embalo pour frapper sur les peuples africains, pour frapper sur le peuple malien qui est en train de déranger cette dictature occidentale. Continuons. Autre fait notable, les problèmes énergétiques qui plombaient le pays il y a quelques années encore sont globalement résolus dans la capitale et ses environs. Ayant eu l'occasion de beaucoup voyager en Afrique et dans le monde, je perçois la possibilité pour la Guinée-Bissau de devenir une référence touristique, comme les Maldives, et un pays qui tire capital de ses nombreux fleuves et cours d'eau pour booster son secteur agricole, commercial et des transports. Nous avons besoin de success stories en Afrique. Et il n'est pas nécessaire d'avoir un territoire immense ou une population en dizaines ou centaines de millions pour y parvenir. À l'image de Hong Kong, un rocher sans ressources particulières qui est devenu l'un des poumons financiers du monde. À l'image aussi de la Suisse, du Liechtenstein, des petits pays enclavés, sans ressources naturelles et qui dominent pourtant la plupart des indices de réussite de la planète. À l'image enfin, plus près de nous, du Botswana, qui a réussi la négociation intelligente de son diamant et de son industrialisation, couplée à un transfert de connaissances, de compétences et de savoir-faire qui propulse ce petit pays vers des sommets, ce qui aurait été impossible avec l'utilisation d'une monnaie aliénante et gérée par Paris comme le franc CFA. L'exemple du Botswana montre ce qui arrive lorsque des richesses naturelles ne vont pas gonfler les poches de quelques privilégiés et que le reste de la société en profite. Les gouvernements qui se sont succédés ont tout fait pour tirer le maximum de leurs principales ressources. Plutôt que d'être exportés bruts vers l'Europe, les diamants sont maintenant triés, vendus et même taillés sur place. On a inauguré dans la capitale ce tout nouveau centre de commercialisation du diamant, l'un des plus sophistiqués au monde. Une autre co-entreprise du gouvernement botswanais est de la multinationale De Beers. Le premier président de la Nouvelle République, Seretse Khama, a donné le ton. Gestion prudente de l'État, négociations serrées avec De Beers, premières mesures sévères contre la corruption. Un modèle pour ses successeurs. C'est dans ce climat relativement sain que le Botswana a pu éviter le gaspillage de ses ressources et investir les profits du diamant dans le développement du pays. Le gouvernement botswanais est l'un de ceux qui dépensent le plus par habitant en éducation et comme les autres aux atrocités, à la fourberie, au racisme et au pillage de la politique française en Afrique qui perdure jusqu'à ce jour. Wow! Look what I found on Temu! In only 5 seconds, it was... Je me fais donc un devoir d'éclairer les autorités et le peuple de Bissau sur le danger que représente la France, afin qu'ils ne se méprennent ni sur ses objectifs, ni sur sa capacité de nuisance. Car la France n'a pas seulement été... Mais Nathalie Yomb nous parle de la France, que la Guinée-Bissau doit faire attention à la France. Mais Nathalie Yomb ignore que Sissoko Embalo travaille pour la France, c'est un agent des Français. Si elle ignore ça, ça veut dire que elle n'est pas vraiment sur la bonne voie pour lutter contre l'impérialisme. Parce que la position de Sissoko aujourd'hui, nous savons comment est-ce que les Nations Unies et la France sont derrière Sissoko pour punir l'Afrique. Comment est-ce que vous pouvez aller, on dit toujours, l'ennemi de mes amis sont mes ennemis. L'ennemi de mes amis, l'ennemi de mon ami sont mes ennemis. Les amis de mes amis sont mes amis. Mais comment est-ce que vous pouvez aller vous accoupler, à jeter des fleurs, à épauler, à donner à faire ces éloges à un agent qui est envoyé par les personnes que vous critiquez pour détruire ce que vous êtes en train de combattre?
Nous avons besoin de faire des études, des longues, de faire un master pour comprendre ceci. Je sais que vous allez m'insulter, mais nous ne sommes pas là dans une lutte pour les sentiments. Nous ne sommes pas là dans une lutte, dans une résistance pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais nous devons avertir notre peuple. C'est dans ce fanatisme que nos peuples, qu'aujourd'hui l'Afrique n'a pas pu s'émanciper. Parce qu'il y a eu il y a le problème de sentiments, il y a des problèmes de voisinage, il y a le problème d'amitié, il y a des problèmes de fanatisme. Là, quand j'ai vu, si vous regardez dans cette vidéo, moi c'est surtout les commentaires. J'aurais même pas voulu faire une vidéo dessus. Mais quand j'ai vu les commentaires, aucun dans ces commentaires a pu relever ou poser même la question à Nathalie Young. Comment est-ce que vous soutenez quelqu'un qui est l'envoyé, qui est un agent des Occidentaux pour faire du mal aux, aux peuples africains? Comment est-ce que vous pouvez aller soutenir? Nous voulons au moins des explications. Mais personne n'a pu le faire. J'ai vu que des commentaires du genre « Oh, vous êtes très belle. Oh, vous êtes… » Mais nous ne sommes pas dans une lutte de beauté. Arrêtez tout le temps de nous parler de la beauté de Nathalie Young. Nous ne sommes pas là pour la beauté. On s'en fout de la beauté de Nathalie Young. Nous sommes là pour libérer. L'Afrique ne va pas se libérer par la beauté. L'Afrique va se libérer par des personnes intègres et justes et honnêtes. C'est ça. J'ai été vraiment déçue de voir des gens qui parlent très bien, qui s'expriment très bien, mais qui viennent nous parler de la beauté de Nathalie Young au lieu de poser des questions de fond, au lieu de demander des explications. Moi, je demande des explications. Je ne suis pas venue pour salir le combat de Nathalie Young, mais je demande des explications. Est-ce que Nathalie Young, pour nous donner laver l'image de Ombalo Sissoko, a-t-elle entendu les peuples? Est-elle allée dans les fins fonds des villages de la Guinée ou elle s'est arrêtée juste à un circuit touristique préparé et guidé par le gouvernement? Si c'est cela, elle ne peut pas venir nous parler des travaux, elle ne peut pas venir nous parler du développement de la Guinée-Bissau, parce que qui va t'emmener reçu par un président? On va t'emmener dans des bidonvilles. Parce que même aujourd'hui, quand on va faire du tourisme, on a des guides. Le guide nous emmène dans des endroits qui sont aménagés pour ça. Donc, si Nathalie Young a été reçue par Ombalo Sissoko, bien sûr qu'on a tracé la route pour elle, pour qu'elle voie des bonnes choses pour qu'elle voie le côté positif de la Guinée-Bissau. Donc vraiment pour ça, je suis vraiment déçue. Je suis déçue du virage de Nathalie Young. Nous allons continuer. Ça, c'est ma conception et c'est mon opinion. Mais c'est à vous de voir. Je sais qu'il y en aura pour, il y en aura contre. Parce que dans toutes les choses, il n'y a pas toujours contre, il n'y a pas toujours pour. Mais je sais que pour ceux qui sont réfléchis, vont comprendre dans quelle direction, pourquoi j'ai agi comme ça. Parce que pour ce genre de situation, c'est pour ça que nous avons eu autant de problèmes, que l'Afrique n'a pas pu évoluer. Parce que nous allons souvent du côté du sentiment. Parce qu'aujourd'hui, comme Nathalie Young s'est fait un nom, personne d'autre ne peut venir la contredire.
Nous voyons ça avec les présidents Bandakani. Nous voyons ça avec le professeur Yamsi. Quoique le professeur Yamsi, une fois, je suis venu l'interpeller, je me suis fait attaquer dans le inbox. J'ai vu les gens qui ont fait des commentaires, qui m'ont même... il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils étaient abonnés à ma chaîne et qu'ils vont se désabonner parce que j'ai attaqué leur chef, et pourtant je ne l'avais pas attaqué, je l'ai interpellé. Mais je pense que par lui-même, le professeur Yamsi, il a compris mon interpellation parce qu'il est intelligent, il est sage. Il a compris mon interpellation. Il m'a jamais, répondu. Enfin, je ne dis pas qu'il m'a jamais répondu, mais il m'a jamais attaqué. Quoique, il m'a même invité à comment dirais, à s'échanger dans les trucs par email. Donc c'est pour dire que des personnes intelligentes, des personnes sages vont comprendre mon interpellation. Parce que là, nous sommes dans une lutte. On ne peut pas aller dans les luttes on ne peut pas avancer dans cette lutte si nous partons dans le sens des émotions, des sentiments et du fanatisme. Continuons et que chacun peut faire son analyse. Mais moi, mon analyse aujourd'hui, la démarche de Nathalie Yombe ne nous a pas plu et la démarche de Nathalie Yombe va dans le sens de supporter, de soutenir encore un dictateur qui est là, qui est façonné par l'Occident. Et aujourd'hui, Nathalie Yombe veut délivrer cela. Nathalie Yombe veut laver cela. Nathalie Yombe veut essuyer cela. Nathalie Yombe veut écarter tout le mauvais service que Embalo a rendu, est en train de rendre la vie difficile que Embalo Sissoko est en train de rendre au Mali. Et Nathalie veut oublier tout ça là. Non, 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 on ne peut pas laisser passer des choses comme ça. Continuons. En zone dite francophone. Elle avait ses sales pattes dans la déstabilisation de la Sierra Leone, du Libéria, de la Guinée équatoriale, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Rwanda, de l'Algérie, tout comme elle est aujourd'hui derrière la désintégration du Mali, du Burkina Faso, la déstabilisation du Centrafrique, de la RDC et du Mozambique récemment. Je reste donc ouverte à la perspective de favoriser toutes les démarches dont l'objectif coïncide avec ceux pour lesquels nous nous battons. Une Afrique affranchie des tutelles. Le respect de notre souveraineté et de nos cultures. Un recentrage sur nous-mêmes qui nous permettra de nous mettre d'accord sur ce que nous pensons de nous-mêmes et de cesser de nous définir par rapport à ce que les autres pensent et disent de nous. À Bissau, j'ai découvert l'histoire de Ernestina Silla, que l'on appelait affectueusement Titina. Vous me voyez ici près de sa statue devant le lycée Kwame Nkrumah en cours de réhabilitation. Qui parmi vous la connaît? C'était une jeune fille qui s'est engagée corps et âme dans la lutte de libération après avoir été témoin à l'âge de 16 ans, le 3 août 1959, du massacre par l'armée coloniale portugaise de plus de 50 marins et dockers au quai de Pidjikiti, au port de Bissau, qui demandaient simplement de meilleures conditions de travail à leur employeur, la Casa Cuveia, une entreprise du groupe CUF, disposant d'un monopole et qui maintenait ses employés noirs dans des conditions d'esclavage déguisées. Sans surprise, ce massacre est jusqu'à ce jour passé sous silence dans les manuels scolaires portugais. Révoltés, indignés et bouleversés, mais trop jeunes pour militer officiellement dans une organisation politique,
Titina assiste à des réunions du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Et dès ses 18 ans, son diplôme d'infirmière en poche, elle y adhère et s'investit dans la formation politique des femmes du parti. L'immense Amilcar Cabral l'enverra même faire un stage politique en Union soviétique avant de lui confier la direction du comité de la milice populaire dans le nord du pays, la branche armée du PAIGC, dont la mission était d'organiser l'approvisionnement des troupes via la rivière Kachoy. À la tête de 200 personnes, pendant 10 ans, elle tient le front nord et mène une guérilla sans merci contre le colon. Mais alors qu'elle se rendait en Guinée-Conakry avec quelques hommes pour assister aux obsèques de son mentor et ami Amilcar Cabral, assassiné le 20 janvier 1973, l'armée portugaise lui tend une embuscade et la tue en la noyant dans le fleuve Farnim. Elle avait 30 ans et était mère d'une petite fille, celle que vous voyez dans ses bras et qui vit à Bissau aujourd'hui. La date de son assassinat, le 30 janvier 1973, est désormais celle où est célébrée la journée de la femme en Guinée-Bissau. Je vous le demande, est-ce que nous voulons continuer de voir Titina Sylla avec les yeux du Portugais qui l'a tuée, avec les yeux du touriste occidental qui s'émeut? Où est-ce que nous allons? Dans nos écoles, dans nos rues, dans nos écrits, dans nos mémoires, dans notre histoire, immortaliser Titina comme une combattante fondatrice de nos libertés? Est-ce que nous allons enfin honorer le sacrifice de celles et ceux qui se sont battus et sont morts sans avoir vu la victoire, de celles et ceux qui continuent de se battre aujourd'hui, en mettant fin aux contrats et traités léonins et en imposant des deals gagnant-gagnant à nos partenaires qui permettront aux propriétaires des ressources que sont les Africaines et les Africains de vivre dans le confort, la sécurité et la connaissance et d'être respectés aussi bien par leurs propres États que par les États étrangers. Le combat que nous menons, c'est pour l'Afrique. Ce n'est pas forcément contre d'autres Africains, sauf ceux qui vont se mettre en travers de notre route. S'il y a des chefs d'État, des dirigeants, des responsables, à quelque niveau que ce soit, en Afrique et ailleurs dans le monde, qui pensent que ce combat mérite d'être mené et soutenu, nous sommes ouverts. Ma mission, tout comme celle de mes amis Kémi Séba et Mamadou Koulibaly ou Assimi Goïta, entre autres, est de les convertir à une autre vision de l'Afrique. Ces dirigeants voient bien que la jeunesse africaine est intéressée par notre lutte, qu'elle se l'est appropriée et qu'il est illusoire de vouloir tenter d'ignorer cette lame de fond d'éveil panafricain qui est en mouvement. S'ils veulent l'accompagner pour accélérer les réformes, les mutations et transformations nécessaires à notre émancipation et à la prospérité du peuple noir, nous sommes disponibles pour travailler en équipe. Il est évident que si l'on cessait de se laisser monter les uns contre les autres et que l'on mettait enfin nos forces ensemble, la libération de l'Afrique gagnerait des décennies d'avance. Cela stabiliserait les États, mettrait fin aux coups d'État constitutionnels et militaires, parce qu'on aurait alors une Afrique qui sait pourquoi elle se bat, contre qui elle se bat, comment elle doit se battre et pour qui elle se bat, à savoir pour les Africains. Les premiers acteurs de ce changement sont en réalité les chefs d'État, car ils sont en position de décision. Si les nouvelles idées, les nouvelles façons de faire, les nouvelles stratégies que nous portons les intéressent, nous sommes ouverts au dialogue et à la convergence. Mais nous ne transigerons jamais, je dis bien jamais, avec ceux qui s'amusent avec le destin des Africains. Emmanuel Macron a réussi à prendre le contrôle de certains de nos chefs d'État et institutions sous-régionales. Mais une chose est certaine, les peuples. Là, je vais m'arrêter aussi pour encore faire. Elle parle de Emmanuel Macron qui a pris le contrôle de certains chefs d'État. Il y a eu des photos des chefs d'État que Emmanuel a pris contrôle. Mais elle a oublié que Emmanuel Macron a pris aussi contrôle
de son chef d'État où il est allé visiter, dont il parle de l'émancipation. Macron a pris le contrôle de Sissoko Embalo. Donc, ça, c'est quoi de parler, de se faire l'amitié et la camaraderie avec les gens que d'un côté, tu fais des discours pour les nettoyer et de l'autre côté, vous êtes là en train de parler de la personne qui est l'ami de celui que vous êtes en train l'ami de celui qui est votre ami. Et votre ami qui est l'ennemi de l'Afrique. Il faut comprendre. Nous continuons. Les peuples d'Afrique sont avec moi, avec mes amis, avec nous. Si nos chefs d'État se mettent à écouter les peuples, alors nous formerons une dynamique forte contre laquelle ni Macron ni quelqu'un d'autre en Occident ou en Orient ne pourra rien. Le président Embalo a proposé d'entretenir ce contact nouveau en promettant de rester entièrement à l'écoute du combat dans lequel nous sommes engagés, tout en donnant à nos échanges toute sa bénédiction pour qu'ils portent des fruits bénéfiques pour l'essor de notre continent. Je voudrais le remercier pour sa démarche et encourager d'autres à le suivre dans cet état d'esprit. Abandonnez le marionnettiste étranger et admettez que le seul maître que vous devez servir, c'est votre peuple souverain. Les autres dirigeants que vous rencontrez dans les forums et sommets internationaux travaillent pour leur peuple. Il est plus que temps que vous, président actuel de nos républiques, en fassiez autant pour nous. Même si, au commencement, nous ne sommes que des petits joueurs, il vaut mieux être un petit joueur au début que d'être éternellement un pion que l'on pousse sur l'échiquier. Je ne doute pas qu'il restera des points de divergence entre nous pendant un moment. Mais si, en attendant de porter au pouvoir celles et ceux qui sont entièrement habités par l'idéal souverainiste et panafricaniste auquel nous aspirons, nous arrivons à convaincre quelques dirigeants africains actuels à hauteur de ne serait-ce que 5, 10 ou 20%, toute avancée me semble bonne à prendre parce qu'il n'y a pas de petits pas quand on marche vers la victoire. Je remercie toutes celles et tous ceux qui, au cours de l'année qui vient de s'achever, ont contribué financièrement à mes cagnottes, dont je remets le lien ici. Ce qui m'a permis tout d'abord de rester en vie, ce qui n'était pas facile. Ce qui m'a permis ensuite de... Bon, je vais m'arrêter là parce que il reste 35 secondes, on va finir peut-être. Continuer à produire du contenu éducatif qui requiert beaucoup de recherche et de travail, mais également ce qui m'a permis d'être sur le terrain pour mettre en place le réseau, le système qui fera tomber définitivement l'empire france-africain qui ne veut pas mourir. En 2023, je peux vous promettre une chose. Nous monterons encore en puissance. L'Afrique libre ou la mort. Obrigada. Até logo. Bon, jusque-là, chers compatriotes, chers Africains, peuple Congo, peuple brimé, je suis d'accord et j'ai toujours été d'accord avec le combat que mène Nathalie Young. J'ai d'ailleurs suivi ses pas c'est pas pour avoir le courage, mais pour faire cette lutte, cette résistance que j'ai commencé depuis un moment. Mais là, quand même, si nous avons des choses que nous trouvons qui ne vont pas, nous devons interpeller les personnes, les personnes concernées. Là, je ne suis pas, comme je venais de le dire, je ne suis pas d'accord de ce que j'ai vu, d'où se trouvait Nathalie Young. Nathalie Young se trouve, si c'était de la flatterie pour l'intérêt des peuples africains, pour la libération, pour la lutte qu'elle est en train de mener, pour la lutte pour la libération de l'Afrique, c'est bien, c'est pas un problème.
Mais là où je ne suis pas d'accord avec Nathalie Yomb, c'est quand elle vient nous vendre la bonne image de Sissoko, Sissoko Embalo. Nous parler de l'émancipation, nous parler du développement, nous parler des écoles qui sont en voie de, de construction, voilà, c'est là où je ne suis pas d'accord, c'est là où je veux les explications. Qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui pousse Nathalie Yomb à réfléchir ainsi? Qu'est-ce qu'elle veut? J'aurais bien voulu voir Nathalie dans un endroit ou dans un hôpital où elle est allée visiter d'elle-même et voir les conditions de femmes, dans quelles conditions les femmes mettent au monde dans ce pays de Sissoko. J'aurais bien voulu que Nathalie Yomb va dans des écoles, des bidonvilles, voir dans quel état que ces enfants-là vont à l'école. J'aurais bien voulu que Nathalie Yomb aille dans des villages, voir et faire les routes d'un village à un autre, voir des conditions que ces gens, dans quelles conditions que ces gens-là vivent. Mais quand Nathalie Yomb vient nous faire un discours en nous disant que Embalo Sissoko a travaillé dans son pays, rien qu'en regardant le trajet qu'on lui a fait faire, le trajet touristique qu'on lui a fait faire, qu'on lui a offert par le gouvernement, là je dis que Nathalie Yomb a manqué de sagesse. Là, je dis que Nathalie Yomb n'a pas fait ce qu'il faut faire. Là, je dis que Nathalie Yomb a vu que son intérêt personnel. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, si vous avez, là j'ai parlé, je n'ai pas insulté, je n'ai pas agressé, j'ai demandé des explications et j'ai donné mon opinion par rapport à ce que j'ai vu. Alors vous aussi, si vous avez quelque chose à défendre ou vous avez des explications à me donner, faites-le. Mais ne venez pas avec les propos de bas chemin. Ne venez pas avec ces propos parce que cela ne va pas changer ma façon de voir les choses, ne va pas changer ma conception. Je demande à Nathalie Yomb parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire une lutte et cette lutte-là demande des gens de conviction. On ne peut pas shifter d'un jour à l'autre. On ne peut pas se lever le matin juste parce qu'on s'est fait inviter ou parce qu'on vous a donné une fourchette, on vous a fait une table. Hein? On vous a arrangé une table avec une fourchette et une bonne viande que vous allez changer changer votre façon de voir les choses, vous allez changer votre détermination ou votre conviction, votre résistance pour ces petites choses que vous avez qu'on vous a offert. Alors Nathalie Yomb, s'il vous plaît, avec tout le respect, venez expliquer à ce peuple parce qu'il y en a beaucoup qui pensent comme moi. Venez nous expliquer en quoi Sissoko est différent de Ouattara, de Macron, de Denis Sassou Nguesso, de tout ce monde-là. Et venez nous expliquer pourquoi le panafricanisme ne s'arrête qu'en Afrique de l'Ouest. Parce que toute l'Afrique est souffrante, toute l'Afrique est massacrée, toute l'Afrique a des problèmes. Mais nous avons remarqué que le panafricanisme s'arrête en Afrique de l'Ouest. À bon entendeur, merci. Vive la Fédération Congo. Ici, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman des voix sans voix, la maman déterminée pour la libération des peuples Congo, sinon des peuples africains. Vive la Fédération Congo.